Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième conférence, troisième intervention dans l'espace de Numérique et nous. Le Numérique et nous, c'est cette petite tente qui a deux fonctions dans le festival. Je le rappelle un peu au début de chaque conférence. La première fonction, c'est de nous faire découvrir, le premier rôle de cet espace, de cette petite tente, c'est de nous faire découvrir différents aspects de la culture, de la durabilité, de la culture, cette défense de la culture numérique, pardon. Puisque je travaille pour le Centre de compétences en durabilité, donc j'ai l'habitude de dire culture de la durabilité, mais il s'agit de la culture numérique dans laquelle est inclus évidemment des questions, sont incluses des questions de durabilité. Donc présenter différents aspects de cette culture, des aspects qui ont trait à des questions écologiques, politiques, sociales, économiques aussi, et philosophiques dans le cadre de notre prochain invité. Et le deuxième rôle, la deuxième fonction de cet espace, c'est donc de permettre le débat, l'appropriation démocratique de ces différentes questions par le biais d'une discussion avec notre ou nos invités. Et donc, dans un premier temps, je laisserai la parole juste après l'avoir présenté à Alexandre Monin, et puis ensuite, nous entamerons la partie débat pour environ une demi-heure. Voilà. Je m'appelle Colin Padiche, je travaille donc pour le Centre de compétences en durabilité où je coordonne l'Observatoire des récits et des imaginaires de l'Anthropocène Lauria. Voilà. Et donc, je présente notre prochain invité. Il s'agit d'Alexandre Monin. Alexandre, tu es philosophe, docteur de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Tu es actuellement enseignant-chercheur en école de management à Clermont, où tu diriges, entre autres, le Master of Science Strategy and Design for the Anthropocene, porté conjointement aussi avec la Strat École de Design à Lyon. Et aujourd'hui, tu es, entre autres, encore une fois, membre du groupement de services Éco-Info du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique. C'est un groupe qui vise à évaluer et à réduire les impacts négatifs environnementaux et sociétaux des sciences et des technologies de l'information et de la communication, d'où évidemment ta présence ici, entre autres, encore une fois. Et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, paru chez Divergence en 2021, et coécrit avec Emmanuel Bonnet et Diego Landívar, et de Politiser le renoncement, qui est ton dernier ouvrage, sauf erreur, aux éditions Divergence, paru en 2023, que j'ai ici et que je vous conseille vraiment vivement parce que c'est passionnant. Voilà. Et sans plus attendre, je te laisse la parole pour une intervention, une communication intitulée « Quel avenir pour le numérique à l'ère de l'Anthropocène ?» C'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Alexandre, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Merci pour cette présentation. Peut-être donc ajouter juste deux mots. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années principalement sur le numérique. J'ai fait ma thèse sur l'architecture et la philosophie du web. J'ai été chercheur dans un centre de recherche entièrement dédié au numérique qui est INRIA en France, donc à Sophia Antipolis. Et depuis que j'ai quitté INRIA, il y a plus de 7 ans maintenant, ça va faire bientôt 8 ans, j'ai, puis en cours de route, co-initié un courant qui est le courant de la redirection écologique. Et donc j'ai à la fois parlé du numérique et un petit peu de la perspective, ou des perspectives ouvertes par la redirection écologique. Pour le dire très simplement, la redirection écologique, c'est un courant qui, par contraste avec d'autres comme la transition, ou, voilà, sans du tout d'ailleurs vilipender l'idée de transition, ce qui se fait beaucoup maintenant, mais ce qui n'est pas forcément ma position à moi, mais d'ajouter que ça n'est pas suffisant de transitionner et que pour aller au fond des choses, il va falloir aussi ne plus faire un certain nombre de choses, renoncer à certaines infrastructures, à certaines manières de faire, à certains modèles économiques, pour des raisons à la fois liées à des enjeux d'atténuation et d'adaptation, parce qu'il faut le faire pour maintenir des conditions d'habitabilité tout simplement sur le volet atténuation, et puis parce qu'on n'aura pas d'autre choix sur le volet adaptation. Donc dans les deux cas, ce sont des enjeux qu'il va falloir poser, et donc la redirection écologique se propose vraiment de mettre au centre ces enjeux-là, si possible de manière démocratique, et donc d'essayer d'y travailler. Donc voilà, je vais m'inspirer aussi de ça et de mon expérience effectivement dans le numérique. J'ai un peu travaillé sur les questions de sobriété numérique. J'avais notamment contribué au rapport du Shift Project qui est sorti en 2018, ça ne nous rajeunit pas, sur ces questions qui s'intitulaient « Pour une sobriété numérique » qui avait, dans l'espace public français en tout cas, rendu visibles ces questions. Alors, pourquoi parler du numérique ? Tout simplement, je crois que vous avez eu des présentations déjà sur le numérique, pour expliquer quels étaient les problèmes environnementaux, les soucis qui se posaient. On entend beaucoup parler aujourd'hui avec le développement notamment des IA génératives qui consomment beaucoup d'énergie.
beaucoup d'énergie parce que ça demande beaucoup de calculs. Et pourquoi cette question énergie-calcul pose problème? Notamment parce que si on fait beaucoup de calculs, il va falloir beaucoup d'énergie. Alors certes, les technologies numériques sont parmi les technologies qui, au cours du XXe siècle, sont devenues les plus efficientes au plan énergétique, c'est-à-dire qu'avec une même quantité d'énergie aujourd'hui, on fait beaucoup plus de calculs qu'hier. D'accord. Donc on pourrait se dire, si on arrive à faire plus de calculs avec moins d'énergie, ça veut dire qu'on fait des économies au fil du temps, sauf que malheureusement c'est le fameux effet rebond, étant donné que ça devient plus facile de mettre du numérique partout et que ça devient aussi la tendance pour différentes raisons et différents sauts technologiques, eh bien on met du numérique partout et malheureusement ces économies sont perdues et donc il y a ce qu'on appelle un effet rebond et donc dans l'absolu on en vient à consommer plus d'énergie, toujours plus d'énergie. Et en 2018, dans ce fameux rapport du Shift dont je parlais à l'instant, il était diagnostiqué, et la tendance n'est pas à la baisse, qu'il y avait une augmentation de 9% par an de la consommation du numérique en termes d'énergie. Vous prenez une courbe qui monte à 9% tous les ans, c'est une courbe vraiment exponentielle, elle décolle de manière assez formidable. Et du coup, on voit bien qu'on n'est pas forcément dans des trajectoires qui sont les trajectoires aujourd'hui souhaitées au regard à la fois de la diminution de nos émissions, mais aussi des extractions de matériaux, parce que le numérique, c'est à la fois de l'énergie, mais évidemment, derrière aussi, ce sont des matériaux, et j'y reviendrai. Et donc, on n'est pas sur du tout la trajectoire qu'il faudrait. Y compris quand on a des acteurs qui, à l'époque, disaient que c'était des acteurs qui allaient utiliser une énergie décarbonée pour faire fonctionner leur data center, tout un ensemble de choses. Ça posait déjà une question, parce que le pool d'énergie décarbonée, il n'est pas illimité. Donc, est-ce qu'on veut l'utiliser pour faire fonctionner des data centers ou toujours plus de numérique? C'est pas parce qu'il y a plus de numérique sur le marché qu'il y a plus d'énergie décarbonée. Alors, ça peut effectivement venir soutenir certains fournisseurs, mais dans l'absolu, ça ne fait pas grandir automatiquement la disponibilité d'énergie décarbonée. Et puis aujourd'hui, de toute façon, on n'en est plus là, puisque avec le développement des IA génératives, la plupart des grands constructeurs, des grands utilisateurs de numérique, les grands acteurs en la matière, ont déclaré mettre de côté leurs engagements justement à décarboner leur économie, leur business model, parce que ça n'est plus d'actualité avec les besoins énergétiques faramineux qui sont les leurs. On voit bien là qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Je ne vais pas forcément ici, ça je pense déjà été fait. J'avoue qu'après quelques années à travailler sur ces questions, pour moi c'est un peu rébarbatif, donc je ne le fais pas dans tous les cas, parler de chiffres, pour une raison aussi qui sont que les chiffres dans le secteur sont assez compliqués à avoir. On n'a pas des milliards d'euros ou de francs suisses à notre disposition pour calculer les impacts numériques dans le cadre de grands projets de recherche. On a des milliards d'euros pour faire de grands projets dans le domaine du numérique, mais pas forcément pour étudier leurs conséquences. Et du coup, les chiffres qu'on peut avoir, souvent, ce sont les chiffres des industriels. Ce ne sont pas toujours des chiffres qui sont disponibles. Ce sont des chiffres qui évoluent beaucoup rapidement dans le temps. Et du coup, si on argue uniquement à partir des chiffres, on peut très vite nous opposer que non, vos chiffres ne sont pas bons, vos chiffres sont discutables, ce qui souvent va être le cas. Donc il ne faut pas fétichiser les chiffres, mais plutôt, je dirais, regarder les tendances. D'accord ? Et c'est plutôt ça qui va être important ici. Et du point de vue des tendances, il y a un concept qui permet de bien les synthétiser pour moi, qui a été proposé par un physicien belge qui travaille à l'université de Paris, alors qui s'appelle aujourd'hui Paris-Cité, mais peut-être que vous ne savez pas, mais les universités en France changent de nom à peu près tous les ans maintenant. Donc moi je ne sais jamais quand je dis ça, en fait ma présentation à chaque fois je fais évoluer le nom, je dis il travaille ici, il travaille là, puis à la fin j'oublie, donc je dis bon c'est pas grave, il travaille à Paris et c'est bon. Donc il s'appelle José Alloy et il a proposé un concept que j'ai repris dans mes travaux, notamment dans Étage et fermeture, et qui est le concept de technologie zombie. Lui essaye d'attirer notre attention sur l'importance des questions techniques. Ça ne veut pas dire que toutes les questions environnementales sont des questions techniques, mais que les questions techniques ont évidemment une importance toute particulière quand on pense la question environnementale et sont liées évidemment à des enjeux politiques. Il ne s'agit pas d'opposer les deux. Et il essaye de réfléchir au métabolisme de nos technologies actuelles. Et il nous dit que ce métabolisme, c'est un métabolisme finalement zombie, et que nos technologies au sens large, aujourd'hui, sont des technologies très largement zombies, qui ont été zombifiés avec le temps. Et ce qu'il entend par là, c'est à l'image des zombies, plutôt des zombies des films ou zombies de la littérature. Il y a différents types de zombies, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce sont des technologies qui sont à la fois déjà mortes. Zombie est déjà mort, c'est un mort vivant, mais c'est un mort vivant, donc il n'est pas complètement mort non plus.
c'est ça le problème. Il n'arrive pas à mourir, sinon voilà. Et du coup, elles sont déjà mortes et elles n'arrivent pas à mourir. Donc c'est vraiment 2 fois des zombies pour ces 2 raisons. Alors elles sont déjà mortes, pourquoi ? Parce que dans ce métabolisme-là, on va s'appuyer sur des ressources qui sont basées sur des stocks et non pas sur des renouvelables pour fabriquer ces technologies. Aller chercher dans les mines de l'indium, du gallium, du germanium, que sais-je. Il n'y a pas d'ailleurs de mine d'indium, de gallium, de germanium. Hein, c'est en allant chercher d'autres matériaux primaires qu'on va trouver secondairement ce type de ressources. Mais en tout cas, on sait qu'il n'y en a pas à l'infini. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas tout un débat sur la disponibilité des métaux. On dit voilà, le cuivre, il n'y en aura plus en 2030. Puis c'est très compliqué parce que les ressources, elles se rechargent. Donc tant qu'on arrive à les recharger, il y en a. Donc il y a toujours eu des limitations comme ça pour les ressources. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va atteindre exactement le pic. Par contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas ça. C'est pas la date exacte à laquelle il y aura un problème de disponibilité, d'ailleurs plutôt que de rareté. C'est plutôt le fait de dire OK, si on a ce paramètre-là, ça veut dire que sur des milliers d'années, on ne pourra pas développer cette technologie. Et lui, c'est ce qu'il cherche, c'est un métabolisme technologique qu'on peut projeter sur des milliers d'années et donc une soutenabilité forte et pas une soutenabilité faible. Si on dit mais oui, mais on peut le faire encore 10 ans, 20 ans, 100 ans, ok, mais ça veut dire qu'on a toute une civilisation qu'on fait reposer sur une technologie dont on sait qu'en même temps, on ne peut pas la projeter sur des milliers d'années et que donc, à un moment donné, ça veut dire un arrêt brutal. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une civilisation est basée sur une technologie et qu'il y a un arrêt brutal comme ça ? Ça ne se passe pas forcément bien, donc peut-être que ça demande déjà d'y réfléchir. Ça, c'est le premier point. Il y aura un deuxième point qui est qu'à l'état de fonctionnement, ce sont des technologies qui ne durent pas non plus très longtemps. Le smartphone, en moyenne, utilisation, ce qu'on dit, c'est que c'est 2 ans. Moi, le mien, j'ai depuis 7 ans, mais je fais des efforts. 2 ans, c'est-à-dire pour une technologie aussi avancée, c'est vraiment très très peu. Et surtout, compte tenu de l'autre facteur que je voulais mettre en avant, donc des technologies qui n'arrivent pas à mourir, parce qu'une fois qu'elles sont au rebut, eh bien, précisément, elles sont au rebut et ce ne sont pas des déchets qui sont synthétisés, compostés par l'environnement, par les grands cycles biogéochimiques. Et lui, au contraire, veut qu'on imagine des technologies qui rentrent dans un grand cycle biogéochimique, cycle de l'azote, cycle carbone, etc., etc. Et il n'y a pas de cycle, en l'occurrence, encore une fois, du silicium, de l'indium, du germanium et compagnie. Il y a eu des tentatives, cependant, pour faire des puces à base de carbone, mais ce n'est pas du tout mainstream. Elles sont moins efficaces, d'ailleurs, que les puces à base de silicium, mais ça a existé. Mais en tout cas, voilà, ça produit des déchets qui ne sont pas compostables et qui s'accumulent. Donc on prend des ressources limitées qui reposent sur des stocks dans le sous-sol. On les utilise pendant 2 ans, on va dire, à l'état de terminal, notamment pour ce qui est d'un smartphone. Et ensuite, on les remet dans le sous-sol ou ailleurs, d'une manière telle que en fait, ces ressources, ces déchets ne sont pas compostés et donc restent là. Évidemment, ce n'est pas du tout un cycle vertueux. D'accord. Donc là, il y a une vraie difficulté, il y a un vrai problème. Et toute une civilisation qui repose là-dessus, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Dans ces conditions, ce à quoi il nous invite, c'est précisément à envisager 3 directions, 3 missions pour ce qu'il appelle les nouveaux technologues. La première mission, c'est la mission qui est vraiment alignée sur les enjeux de redirection écologique. Si j'ai synthétisé la redirection, à savoir gérer l'existant, fermer et rediriger un certain nombre de choses dont on sait qu'elles ne sont pas pérennes ou qu'il ne faut pas les pérenniser, qu'il ne faut pas les faire durer. Donc, comment est-ce qu'on arrive à s'en occuper pour leur donner une autre trajectoire ? La deuxième mission, c'est grâce aux technologies existantes, faire de la soutenabilité faible là où on peut en faire. Typiquement, alors on n'est pas sur la question numérique, mais quand même un petit peu, puisque les voitures aujourd'hui, elles se numérisent largement. Hein, ça peut être des ordinateurs qui roulent, ce qui n'est pas forcément toujours formidable. Mais ça peut être par exemple se dire qu'il faut décarboner dans l'immédiat et que typiquement, même si ce n'est pas du tout la panacée, la voiture électrique peut être une manière de faire ça, mais à condition évidemment de ne pas faire des SUV. Sachant que les SUV électriques ou fossiles, de toute façon, faut pas. Ça, c'est voilà. Donc c'est même pas une question d'électrification. Mais par contre, c'est pas dire que c'est de la soutenabilité forte. Simplement, retricoter un système de mobilité, ce qui veut dire un système d'urbanisation, ça demande plus de temps. Donc c'est plutôt d'arriver à basculer sur d'abord les mesures qu'on peut prendre aujourd'hui, cette décarbonation immédiate qui est nécessaire, et en même temps de travailler effectivement à un autre système, typiquement de mobilité, parce qu'il faut sortir en même temps de cette dépendance à l'automobile. Donc pas faire cette transition-là pour la faire perdurer,
mais avant d'aller justement vers une transition plus en profondeur et un métabolisme technique plus adapté à ce qu'il faudrait imaginer. Donc ça, voilà, c'est une manière aussi d'articuler différentes temporalités qui me semble intéressante. Et donc ça passe aussi par une réflexion sur ce que j'appelle les communs négatifs. Alors qu'est-ce que c'est les communs négatifs? Je vais le dire très, très rapidement. Vous connaissez peut-être la notion de commun qui a été notamment redéveloppée par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, mais ça a été politiste. Les communs, ce sont ces ressources, on va dire, pour aller plus loin que cette caractérisation, mais je reste sur une caractérisation de base, ce sont des ressources qui sont gérées collectivement par des collectifs qui se donnent des règles démocratiques pour ce faire. Donc ça peut être au Moyen-Âge, pas forcément, les prés n'appartenaient pas forcément aux paysans, mais les paysans se relayaient pour en faire un bon usage et se mettaient d'accord sur la manière d'utiliser la ressource pour faire paître leurs animaux, tout en garantissant justement l'accès et la pérennité des prairies pour faire paître leurs animaux dans le temps et pas détruire la ressource. Aujourd'hui, il y a des communs qui sont aussi des communs numériques. Ça qui est intéressant, c'est que la notion n'est pas restée dans le domaine, on va dire, naturel. Un commun numérique, c'est par exemple Wikipédia, qui est une encyclopédie gérée à plusieurs par un collectif, une collectivité qui se donne des règles de gouvernance démocratique pour ce faire. D'accord ? Elle n'appartient à personne, elle est gérée, et elle est gérée pour être là le plus longtemps possible, à disposition de tout un chacun en l'occurrence. Moi, j'ai essayé de renverser cette notion, tout en m'appuyant quand même évidemment dessus, pour me dire, mais une partie des communs dont nous allons hériter à l'heure de l'Anthropocène, peut-être ce ne sont pas que des communs positifs, mais ça va être des communs dont il va falloir s'occuper et peut-être trouver des moyens de s'occuper collectivement aussi pour leur donner une autre trajectoire. Si on déclare qu'il y a à un moment donné une infrastructure, une technologie, autre chose qui pose question, qui pose problème, en tout cas dont la trajectoire n'est pas forcément assurée, comment est-ce qu'on arrive à faire collectif, comment est-ce qu'on arrive à faire commun autour de cette entité-là, y compris parfois pour interrompre sa trajectoire et pour en assumer les conséquences. D'accord ? Et peut-être que parmi les questions qui sont posées aujourd'hui au regard de ces communs négatifs de l'Anthropocène, eh bien le numérique, en tant que technologie zombie, peut faire partie effectivement de ces communs négatifs de l'Anthropocène. La question étant, comment est-ce qu'on se réapproprie démocratiquement cet enjeu-là pour lui donner une autre trajectoire que toujours plus de numérique, en voyant bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas soutenable. D'accord ? Donc voilà, c'est un peu cette question qui est posée ici et que je vais essayer d'illustrer rapidement. Alors, ça veut dire aussi trouver une position qui est une sorte de ligne de crête. C'est une image que j'aime beaucoup, que je développe beaucoup, notamment dans Politiser renoncement, entre l'idée que, OK, il y a des entités qui posent problème ou des modèles qui posent problème, la technologie, l'industrie, parfois ça va être la civilisation, et donc il faut en sortir. Et puis le fait de maintenir le business as usual. Maintenir le business as usual, ça nous emmène évidemment dans des trajectoires qui sont insupportables, mais sortir à 8 milliards de nos dépendances aux infrastructures, aux technologies, qui expliquent aussi que nous sommes 8 milliards, c'est très compliqué aussi, à moins de jouer sur un facteur malthusien, et dans ce cas, on n'a pas de problème. Mais ce n'est pas mon cas. Non, mais il y a beaucoup de mouvements qui sont implicitement quand même comme ça. Donc c'est pour ça que je prends la peine de le dire. Je ne vais pas les nommer ici pour leur faire de pub, mais... Est-ce que tu es d'accord juste d'expliquer ce que tu entends par un facteur malthusien ? Oui, ça veut dire jouer sur la population, en fait. Ça veut dire, au sens de Malthus, révérend anglais, qui avait... Alors, c'est un peu compliqué parce que ce qu'on fait dire aujourd'hui au malthusianisme, c'est qu'il y a des problèmes de surpopulation qui vont se poser, que c'est ça le facteur premier, et que donc il faut réduire la population pour envisager des conditions de vie soutenables. C'est pas tout à fait ce que disait Malthus, en fait. Il y a un peu un écart entre ce qu'il a dit et puis ce qu'on en a retenu, mais peu importe. Ce qui joue aujourd'hui, c'est ce qu'on en a retenu et qui fait qu'effectivement, notamment aux années 60-70, beaucoup de théoriciens qui étaient des théoriciens de la décroissance avant la lettre étaient quand même très malthusiens en disant en fait le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est la population, la surpopulation qu'il va falloir réduire. Souvent d'ailleurs c'est plutôt la population des autres que soi-même qu'on envisage de réduire. C'est rarement soi-même qu'on envisage de réduire. Et donc ça pose quand même beaucoup de problèmes. D'autant plus que alors, j'ai vu des Tesla partout en arrivant. Notre ami Elon Musk, alors pour une fois, il n'a pas forcément tort. Lui, il a peur. Ouais, il a toujours tort, mais il a raison. En tout cas, il y a un vice qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas malthusien. Et lui a peur justement que la population chute. Et encore, il n'a pas forcément tort parce que les projections qui sont faites aujourd'hui nous indiquent qu'il va y avoir un plateau et une diminution plus rapide que ce qui était imaginé de la population, ce qui n'est pas du tout simple non plus à gérer. La Chine va perdre en quelques décennies les 2/3 de sa population. Alors vous imaginez le système social, etc., c'est un impact absolument faramineux.
C'est faramineux, hein. Ça va pas du tout être facile à encaisser, mais du coup le problème demain, très vraisemblablement, ne sera pas un problème de surpopulation. Alors lui, il veut faire, je crois qu'il a 11 enfants, le fondateur de Telegram qui a été arrêté dans notre belle France il y a quelques jours, lui, il a revendiqué avoir une centaine d'enfants, parce qu'ils font partie de ces milliardaires qui veulent justement repeupler la population. Alors, eux, c'est plutôt dans une optique d'ailleurs grand remplaçantiste, puisqu'ils veulent la repeupler avec des blancs à leur image. Hein. Donc voilà, ils sont quand même à la fin des fins pas complètement bien. Alors, si je veux continuer, si on veut aller vers une autre direction, qu'est-ce qu'il faut envisager? Moi, je dirais qu'il faut arriver à associer ensemble, y compris lorsqu'on parle de ces questions de sobriété, de renoncement, etc. Il faut arriver à associer ensemble 3 dimensions que sont l'efficience, la sobriété, le renoncement, que généralement on a tendance à opposer, qui renvoient à des imaginaires différents. L'efficience, ça peut renvoyer au tout technologique et donc une forme de technosolutionnisme. On va jouer uniquement sur la technique, on va la rendre de plus en plus efficiente et puis nos problèmes vont être réglés, type croissance verte, etc. etc. La sobriété, ça nous renvoie à un imaginaire plutôt où les pratiques, les usages, la consommation va diminuer et les modes de vie donc, vont être impactés par ça. Plus rarement, on parle de la sobriété du point de vue de la production, alors qu'on pourrait le faire en réalité, hein, mais généralement, on se focalise plutôt sur comme un imaginaire plutôt au niveau de la consommation, des modes de vie. Et puis, le renoncement par ailleurs, où à un moment donné, on se dit, j'ai dit tout à l'heure, hein, des SUV, faut juste pas en faire. S'il n'y a pas de discussion, il y a pas, ça c'est des choses qu'il faut arriver à exclure à un moment donné. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut plus faire ou qu'on ne pourra plus faire. Alors en fait, ces éléments sont liés d'une certaine manière les uns aux autres parce qu'il n'y a pas d'efficience qui est efficiente sans sobriété. Si on n'encadre pas l'efficience, on obtient les effets rebonds dont je parlais tout à l'heure, et donc l'efficience devient inefficiente. On dépense plus qu'on ne fait des économies. Par contre, si on arrive à encadrer, ça s'est vu par la réglementation, etc., les gains d'efficience, là, l'efficience peut être efficiente. Donc une vraie efficience, elle se pense en lien avec des mesures de sobriété, et ici, en l'occurrence, pas uniquement du côté de la consommation, mais aussi de la loi, de la production, etc. Par ailleurs, la sobriété sans efficience, c'est compliqué aussi. Aller juste basculer vers des low-tech telles quelles, sans poser plus de questions, c'est pas toujours la panacée. Notamment parce que se pose la question de l'effet de recul, ce que spécialiste des énergies qui s'appelle Philippe Gauthier. L'effet de recul, c'est le fait de dire, oui, on va basculer vers d'autres technologies, on va perdre des gains d'efficience, mais regardons le service qui est rendu. Peut-être que le service rendu, il est tellement dégradé que, même si la technologie est low-tech, finalement, c'est beaucoup d'énergie pour le service en question. Typiquement, si je bascule, j'abandonne ma pompe à chaleur, mauvaise idée, pour aller vers un poêle, non pas un poêle, une cheminée, et que je me chauffe à la cheminée, si j'ai un jardin, mon jardin va y passer très rapidement. Là, je vais complètement couper tout ce qu'il y a dans mon jardin pour brûler la matière et me chauffer. Alors, au XVIIIe siècle, on se chauffait encore avec des cheminées. Hein. C'était pas extraordinaire. Et du coup, la ponction sur l'environnement va être extrêmement forte pour un service rendu qui est franchement pas extraordinaire. D'accord ? Donc, si on veut basculer vers d'autres technologies, il faut garder en tête qu'il y a un impératif de maintenir une efficacité minimale. Et d'ailleurs, les collectifs aujourd'hui qui s'intéressent au low-tech essayent d'associer low-tech plus garder justement des gains d'efficacité. Et si on basculait à 8 milliards sur des cheminées pour nous chauffer, là c'est game over aussi. Hein. La biosphère, elle souffre comme jamais. Donc, il n'y a pas de sobriété vraiment viable sans un minimum d'efficacité. Et puis, il y a la question du renoncement. On peut se dire que la sobriété va naturellement vers le renoncement. Parce que, oui, si je dis que il faut diminuer nos déplacements en voiture, diminuer tout un ensemble de choses, si ça joue sur la production, il y a un certain nombre de choses à terme qui ne seront plus produites. D'accord ? Donc ça, c'est vrai. Là-dessus, il y a un lien avec l'atténuation. Pour autant, il y a des formes de renoncement qui ne sont pas des formes de renoncement liées à de l'atténuation. Si on doit, alors en France, on est concerné, je pense que c'est moins le cas en Suisse, par le recul du trait de côte. Si le niveau de la mer augmente et qu'on doit abandonner des maisons, des villages, etc., ce n'est pas une question de sobriété. C'est une question là qu'il faut abandonner, il faut renoncer à un certain nombre effectivement de lieux de vie, un certain nombre d'installations, un certain nombre d'infrastructures pour des raisons justement d'atténuation. Donc il y a une forme de renoncement qui est en continuité avec l'atténuation, d'accord, mais qui est avec la sobriété, et une forme de renoncement qui est liée à de l'adaptation, qui elle par contre n'est pas
ne tire pas du côté de la sobriété. Donc c'est important d'avoir ces différents éléments en tête et d'arriver à les conjoindre pour imaginer un avenir qui soit justement un avenir viable, quelles que soient derrière les options politiques qu'on prend. On peut être décroissant, on peut être éco-marxiste, on peut être plein de choses, etc. Pour rester sur des positions plus viables que d'autres. Alors, je voulais juste citer ici Václav Smil parce que c'est un chercheur canadien. C'est peut-être le chercheur qui réfléchit aux technologies aujourd'hui le plus connu au monde. Et Václav Smil nous parle dans un de ses livres, Fabrique du monde moderne, en 2013, des technologies numériques. Et en fait, il nous dit que pour lui, technologie numérique, oui, c'est important, mais ce n'est pas très important parce qu'on pourrait imaginer une civilisation qui ne soit pas basée sur le silicium, comme la civilisation actuelle, ça s'envisage, c'est moins confortable, ça demande plus de dépenses, mais ça s'envisage. Par contre, il y a d'autres technologies qui ont fabriqué le monde dans lequel nous sommes, qui ont ajouté notamment 4,5 milliards d'habitants au XXe siècle, et ce sont d'autres technologies que les technologies numériques. En l'occurrence, ils pensent au procédé Haber-Bosch de synthèse de l'ammoniac, et donc a permis aussi de produire de l'azote à grande échelle. Donc c'est intéressant aussi de penser qu'on est dans une civilisation numérique, mais ça n'est pas forcément la technologie non plus qui est la plus importante aujourd'hui. Donc si on veut opérer des transformations, des renoncements, etc., il faut aussi factoriser ce point-là. Un point sur lequel je voudrais continuer maintenant, ce sont les questions de justice, qui me semblent être des questions particulièrement intéressantes lorsqu'on essaye de penser le devenir du numérique demain, pas uniquement au plan environnemental, mais parce que ça pose un certain nombre de questions liées aux enjeux de justice. Je ne vais pas lire tout ça, dire simplement qu'il y a un philosophe américain, nigérian-américain qui s'appelle Olufemi Taiwo, Olufemi O Taiwo, parce qu'il y a un autre philosophe nigérian qui s'appelle Olufemi Taiwo, très intéressant également, qui a écrit un livre en 2021 qui s'intitule Reconsidering Reparation, où il pose en fait la question des enjeux de justice et de réparation. Notamment, au contexte américain, on parle évidemment de réparation par rapport aux torts subis par certaines populations face à l'esclavage et qui se poursuivent aujourd'hui parce qu'il y a toujours des inégalités, etc., discrimination et autres qui découlent de cette situation historique. Et il essaye de proposer une conception de la justice pour répondre à ça qui passe moins par une indemnisation des torts passés que par le fait de repenser finalement le système inégalitaire de distribution qui est issu justement de ces torts passés et changer le système actuellement plutôt qu'indemniser pour les torts du passé sans changer le système. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu sa vision et qu'il appelle une vision réparatrice de la justice et qui me semble effectivement tout à fait constructive de la justice, qui me semble tout à fait intéressante. Et donc voilà, il y a cette idée, soit une allocation pour une compensation pour l'arrêt de quelque chose, soit c'est l'existence de quelque chose, la réparation qui vient de l'existence de quelque chose qui va poser problème. Et donc on a des critères de justice qui, de ce point de vue-là, ne sont pas forcément les mêmes selon qu'on est, on va dire, au nord global ou au sud global, pour aller très très vite, parce qu'évidemment il faudrait rentrer plus dans le détail, et notamment par rapport à l'existence de communs négatifs, parce que évidemment quand on parle du numérique, on parle aussi d'extraction qui ne se passe pas forcément au nord, on parle de travail, notamment d'assemblage, etc., qui ne se passe pas forcément au nord, ou alors dans certains endroits très localisés, notamment en Asie, dans des conditions très, très difficiles. Bref, on parle de conditions de production très, très compliquées, et ce ne sont pas toujours les mêmes populations qui consomment, qui produisent, qui subissent les conséquences de l'extractivisme, etc., etc. Et donc il y a un enjeu évidemment à considérer, j'allais dire, l'existence de communs négatifs liés à cet extractivisme, lié aux conditions de production, etc., au sud, mais pas seulement. Mais malgré tout, il y a aussi critères de justice liés au fait qu'il y a des attachements qui se sont noués au nord, mais pas seulement, parce que la technologie n'existe pas qu'au nord, il y a des mégalopoles dans le sud, etc., etc. Il ne faut pas avoir une vision non plus... c'est largement le sud aujourd'hui qui est producteur de nos technologies, donc il faut faire attention aussi à tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi de ces attachements ? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, aussi au plan générationnel, de générations qui n'ont connu un monde qu'un monde numérique ? Moi, j'ai connu la bascule. Au début de mes études, on n'était pas obligé d'avoir un ordinateur, etc. Et puis très vite, ça a été une nécessité. Ce qui peut poser question, d'ailleurs. Si on n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur, est-ce qu'on ne fait pas d'études, etc., etc. Ce qui pose une question pour l'accès aux services publics aujourd'hui. Est-ce que si on a besoin d'un smartphone pour accéder à ces services publics, c'est encore un service public ? Bon, ça, c'est des questions, je pense, qu'on peut légitimement poser. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'envisager éventuellement une dénumérisation ?
et de dire ça à des générations qui n'ont connu qu'un monde numérique. C'est pas simple en fait de poser cette question. Donc ça demande tout un ensemble de considérations qui me semblent tout à fait importantes. Je vais passer là-dessus. Peut-être juste pour illustrer ça à travers un exemple qui me semble important. Un exemple et une étude que je n'ai pas recensée ici, mais qui est intéressante aussi. L'exemple en question, c'est l'exemple de l'association Génération Lumière, qui a récemment effectué une marche en France pour alerter sur les conséquences de la consommation en métaux des Européens. Ici, il disait dans cette tribune publiée dans Reporter, la consommation en métaux des Européens génère des massacres. Parce que ça devient, cette consommation en métaux, un enjeu financier très important pour tout ce qui est mines, notamment en République démocratique du Congo, dans des zones de guerre. Et du fait que ça devient un enjeu financier très important, eh bien, il y a des groupes armés qui essayent de contrôler les mines. Évidemment, l'extraction se passe dans des conditions extrêmement dramatiques. Il y a aussi des groupes transnationaux qui sont installés là. Alors, plutôt les groupes liés à des seigneurs de guerre locaux qui posent le plus de problèmes, mais pas seulement. Et donc, en tout cas, ça induit une situation politique, sociale, en termes de droits humains, qui est assez catastrophique. Et donc, cette association, qui a été fondée par un réfugié, David Maenda Kitoko, qui vit entre Lyon et Paris, en tout cas l'association s'est créée à Lyon, essaye justement de formuler des propositions pour que finalement ces communs négatifs-là de l'extractivisme qui nous concerne, nous, au Nord, finalement, eh bien, on puisse collectivement s'en emparer pour apporter une réponse. Je ne suis pas que consommateur. Si je consomme, ça a des conséquences ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces conséquences soient plus apparentes et que finalement, on décide collectivement de donner une autre trajectoire, encore une fois, à ces outils numériques qui présupposent finalement tout cet extractivisme et toutes ces conséquences sociales délétères. Alors, ils nous disent ceci, ils proposent de revenir sur les lois concernant la mobilité, les énergies électroniques, le numérique, qui nécessitent plus de minerais que l'humanité n'en a jamais consommé, entraînant l'intensification de la guerre et la destruction du vivant en RDC et ailleurs. Donc, éviter cette trajectoire insoutenable, pas que au plan environnemental, mais aussi derrière au plan social et humain. Refont les accords contestables sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières, avec notamment le régime rwandais dont la responsabilité dans les guerres en RDC est à maintes reprises soulignée par l'ONU, par l'Union européenne elle-même. Donc, repositionner aussi politiquement nos acteurs. Contraindre chaque secteur d'activité engagé dans la transition écologique à évincer tout produit qui n'aurait pas comme conséquence le commun positif, autrement dit renoncer à l'extraction d'un minerai lorsque le processus de production n'est ni sobre sur le plan environnemental, ni respectueux des droits humains, ici ou en dehors de l'Union européenne. Quand ils parlent de commun positif, ça par opposition justement au commun négatif, donc ils ont intégré toute cette réflexion. Hâter l'existence du droit à réparer avec l'instauration d'un indice minimal de réparabilité et de durabilité et des endroits communs de réappropriation, de réparation et de sociabilité, par exemple les Repair Cafés, cela permettra de faire drastiquement baisser la consommation de nouveaux appareils électriques et électroniques. Et enfin, en finir avec les accords commerciaux coloniaux qui conduisent à la destruction du vivant dans son ensemble, l'humain inclus, comme les partenariats stratégiques pour les matières premières critiques, conçus depuis 2021 entre la Commission européenne et le Kazakhstan, la Namibie, la RDC, la Zambie, le Chili, le Groenland, le Rwanda, etc. Et donc ils font cette marche pour alerter sur la situation en RDC, et notamment en particulier au Kivu, pour mieux passer par le Parlement européen et faire en sorte que justement tout ce cycle-là soit transformé. Donc c'est, je trouve vraiment intéressant comme proposition, et de voir que dans la société civile, il y a des acteurs aujourd'hui qui s'emparent véritablement de ces questions. Par ailleurs, et je vais terminer rapidement là-dessus sur quelques points finaux, il y a la question de la quantité, de l'extractivisme des matériaux, mais aussi une question liée à la qualité. L'enjeu, ça va être aussi de retrouver, j'allais dire au plan global, un espace de sobriété viable entre la misère et l'ébriété. D'accord. Et d'ailleurs, la plupart des travaux aujourd'hui les plus intéressants qui font référence là-dessus ne nous proposent pas un retour à la bougie au niveau mondial, mais plutôt un retour à un niveau de vie que celui des années 60-70, avec les gains d'efficacité actuels. Donc c'est tout à fait vivable, envisageable, et c'est à l'échelle mondiale pour le coup. Donc, si on lutte contre les inégalités, c'est envisageable. Évidemment, le plus difficile, c'est de lutter contre les inégalités, mais ça veut dire que derrière, c'est pas un souci
absolue de ressources et de modes de vie qui sont dans l'ébriété et condamnés à rester dans l'ébriété. Mais se pose aussi la question de la qualité du numérique donc, qui est le nôtre. Et par exemple, on peut se demander, ok, il y a des plateformes aujourd'hui qui existent, comme Twitter, possédé par Elon Musk, que j'évoquais tout à l'heure, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai. Se pose aussi la question de est-ce qu'il faut laisser au marché ces plateformes-là, ces outils numériques qui sont devenus quand même fondamentaux dans nos espaces de vie collectifs, ou alors est-ce qu'il suppose une réappropriation, d'en faire soit des communs, soit de les socialiser. Et depuis longtemps, il y a pas mal de propositions qui ont été formulées pour resocialiser les plateformes, par exemple. Je ne dis pas nationaliser, je pense que c'est tout à fait autre chose, mais socialiser les plateformes pour les sortir justement du marché de la propriété privée et considérer que ce sont là des formes de communs auxquelles il faut donner justement un autre traitement, une autre trajectoire et leur apporter aussi un autre modèle économique. Je vais passer là-dessus, j'y reviendrai peut-être. Voilà. Peut-être dire, on peut remarquer effectivement, comme invite ici Benjamin Bratton dans The Terraforming, que le numérique demande beaucoup d'énergie, ce qui est vrai, mais ça n'est sans doute pas suffisant pour comprendre ce qui se passe. La question qui se pose aussi, c'est à quoi on utilise la puissance de calculabilité à notre disposition aujourd'hui. Et lui nous dit qu'il faudrait l'utiliser autre chose qu'à des plateformes qui finalement valorisent ce qu'il appelle la performance et la contestation d'une identité subjective des individus, c'est-à-dire les plateformes telles qu'on a, comme Instagram, TikTok, etc. Voilà. Est-ce que vraiment on veut que le numérique serve aussi à ça et accompagne les modèles économiques, ce type d'économie, économie de l'attention, qui est en plus une économie qui valorise des contenus souvent de plus en plus extrêmes, ce qu'on a vu pendant la pandémie, et politiquement radicaux. Et c'est d'ailleurs l'agenda d'Elon Musk que ça continue à promouvoir des contenus de plus en plus radicaux et sans censure pour ces derniers. Ou alors on se dit que là aussi, du point de vue des modèles, des usages et des finalités, il y a autre chose à faire. Donc c'est pas forcément le numérique en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est pas forcément la critique ontologique du numérique, du calcul qu'il faut penser, mais aussi à quoi ça sert aujourd'hui et quelles sont les organisations finalement qui promeuvent le numérique. Alors là, c'est un mème que j'ai trouvé. Et vraiment, je termine dans un instant. C'est un mème, hein, donc il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est indicatif de tout ça. On nous dit, voilà, l'intelligence artificielle détecte un cancer du sein 5 ans avant son développement. Alors, sans doute une formulation exagérée, mais 5 ans avant qu'il soit identifiable par d'autres moyens. Et il y a quelqu'un qui dit, voilà, c'est à ça qu'on veut que l'IA soit utile, et non pas aux médias sociaux et au marketing. Et effectivement, comment on arrive aussi à ce qu'il y ait des usages vraiment importants des IA ou du numérique en général, puisque par exemple tout ce qui est GIEC, réchauffement climatique et sciences du système Terre dépend fondamentalement d'outils numériques pour comprendre aussi la trajectoire de la Terre. Donc si on enlève ça, on enlève aussi ce qui nous a permis de comprendre la situation à laquelle on était. Alors, je dirais qu'il y a d'autres populations qui avaient compris, autochtones et autres, mais ça a été quand même important que le GIEC et d'autres chercheurs le formulent dans des termes qui sont ceux de la science contemporaine. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, par ailleurs, les IA génératives, où aux États-Unis, on a ralenti la planification concernant des centrales à charbon parce qu'on avait besoin de plus de puissance pour alimenter les IA. Donc, on avait choisi de décommissionner des centrales à charbon et puis finalement, on les a laissées ouvertes parce qu'elles apportaient de la puissance électrique pour alimenter des IA génératives. Donc on voit bien que là, il y a un souci. Ça, c'est un article de 30 mai 2024, donc c'est tout récent. Et par ailleurs, juste pour terminer là-dessus, il faut voir aussi ce que sont aujourd'hui les grandes entreprises qui poussent à cette consommation. Notamment leur modèle économique. Et là, on a un modèle économique de OpenAI qui dit dans une récente action en justice, on a besoin de rendre le copyright gratuit pour nous pour entraîner les IA. Donc grosso modo, il dit, si on respecte la loi, on ne pourra pas faire fonctionner nos IA. Et donc, on a besoin que légalement, on puisse enfreindre le droit d'auteur pour pouvoir le faire. Alors c'est très pratique, je pense que les gens qui ont faim, qui n'ont pas de quoi se vêtir, se nourrir, devraient utiliser le même argument. Moi, je suis allé dans les magasins parce que j'ai pris ce dont j'avais besoin. Je ne suis pas sûr que la justice soit hyper clémente à leur endroit, mais c'est grosso modo ce que OpenAI demande. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures ? J'en ai absolument aucune idée, bien sûr, mais je constate quand même un 2 poids 2 mesures, et ça rejoint
un travail qu'on a mené depuis 2 ans maintenant, dans le cadre d'une licence. Alors ça, c'est rigolo, c'est une licence qu'on a imaginé mettre à disposition des chercheurs et des chercheuses pour leur permettre de spécifier à quelles conditions ils ou elles souhaitent que leurs résultats de recherche soient utilisés. D'accord ? Donc c'est une licence qui contraint les usages et pas uniquement la diffusion. C'est un petit peu spécifique. Ça n'est pas une licence libre. Et c'est pour ça que dans notre projet, on est assez hostile, gentiment, à la science ouverte, qui, elle, veut tout mettre en accès libre, et donc tout le monde peut en tirer parti, sauf évidemment, ceux qui en tirent le plus parti sont ceux qui ont le plus les moyens d'en tirer parti, donc notamment des acteurs comme OpenAI et d'autres, et pas la personne qui va coder son truc de son côté et qui a besoin d'avoir accès à des données. Donc on appelle ça, pour provoquer un petit peu la science fermée, mais c'est pas complètement fermé, c'est fermé aux usages qu'on ne souhaite pas. Et donc cette année, on a étendu cette réflexion justement aux IA génératives pour qu'on puisse développer une licence qui permette ou non de travailler soit d'être utilisé par les IA génératives, pour dire non, je ne veux pas que ce soit utilisé par les IA génératives, soit je veux bien que ce soit utilisé par des IA génératives, mais telle IA générative, pas telle autre. Je veux pas que ce soit OpenAI, par exemple. Ça, on pourrait le spécifier. Donc c'est vraiment un travail en cours, et je trouve ça intéressant parce que dans le monde du libre, on nous a pas mal reproché de dire bah, vous utilisez le copyright, c'est pas bon, mais quand on regarde, OpenAI, ce qu'ils en mettent, c'est le copyright en l'occurrence, c'est pas les licences libres. Donc je dis qu'il y a quand même peut-être quelque chose là qui peut être intéressant, et c'est une tentative justement d'opérer une redirection écologique d'une technologie problématique en cours. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler, mais ça veut dire que c'est sans doute un levier, je pense, intéressant. Et le fait que OpenAI mène cette action en justice, sans doute, le montre. Juste, je termine sur là-dessus. J'avais encore 2-3 petits trucs, mais je vais les laisser de côté. C'est donc notre ami Elon, au départ, qui avait dit qu'il rachetait Twitter parce qu'il voulait faire une super application à la chinoise où tout était intégré, etc., la WeChat et tout. Puis en fait, il a dit non, en fait, moi j'ai racheté Twitter parce que c'est la place publique mondiale où tout se discute, on échange des points de vue, etc. etc. Il y avait beaucoup de censure contre les gens qui étaient anti-woke, comme l'ont montré les Twitter Files, et la censure gouvernementale. Et donc c'est pour ça qu'il explique, il a acheté Twitter pour permettre justement à des acteurs qui étaient précédemment censurés, plutôt quand même très très à droite et à l'extrême droite, de pouvoir retrouver leur place au sein de Twitter. Donc voilà, quand je parlais de socialisation justement de ces plateformes, c'est pour éviter ce type de dérive qu'on a évidemment sous nos yeux en ce moment. Et je vous remercie. Et un immense merci à toi, Alexandre, pour cette proposition, réflexion théorique extrêmement, extrêmement riche, et aussi qui trace la ligne d'horizon sur le travail que tu es en train de mener personnellement. Moi, j'aimerais peut-être juste, avant d'ouvrir la question, si vous êtes d'accord, juste pour revenir sur un thème qui est justement sur la terminologie que tu as utilisée, qui est justement au centre et au cœur de ta réflexion, en tout cas de celle que tu nous proposes ici. C'est justement cette question de commun négatif, peut-être pour mieux nous aider à comprendre ce que ça, pourquoi négatif par rapport à positif. Tu vois, dans ton texte, tu fais la comparaison avec les ruines, et tu parles de ruines ruinées versus ruines ruineuses. Les ruines ruinées seraient des... Voilà. Est-ce que tu serais d'accord juste pour nous donner un peu des images aussi et de matériaux à la réflexion, ça nous aide assez, ça, je pense, nous aider assez bien à comprendre qu'est-ce qui est véritablement un commun négatif. Oui, bien sûr. Alors, au départ, quand j'imaginais cette notion, c'était il y a quelques années maintenant, c'était pour faire un peu le pendant avec cette idée que des communs, qu'il fallait protéger des ressources positives. C'est ça, l'idée du commun. Et d'ailleurs, les gens qui sont opposés au commun ont la même ambition, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent. Gareth Hardin, qui était opposé au commun à l'époque, lui, il avait quand même l'ambition de sauvegarder la ressource, que sa réponse était pour sauvegarder la ressource, il faut sortir du commun et instaurer la propriété privée. On sort du commun et de la tragédie des communs qui va nécessairement intervenir si tout le monde est égoïste et qu'on essaie de s'approprier le commun le plus rapidement possible, ce qui aboutit à son épuisement. Et donc on va instaurer la propriété privée. Que ce soit Hardin ou Ostrom, leur but c'est quand même d'éviter cet épuisement du commun, par des moyens très différents. Il m'a semblé qu'il fallait imaginer d'autres réalités qui ne sont pas que des réalités sémillantes, des réalités positives, des réalités viables, mais des réalités échouées. Des infrastructures en déshérence, submergées, demain des stations balnéaires submergées. Il y a l'immeuble du Signal
en Gironde, qui a été abandonné quelques temps parce que justement on voyait qu'il allait être englouti. Donc voilà, les gens ont dû être l'évacuer, etc. On pourrait multiplier les exemples. Ça peut être des rivières asséchées, des sols pollués, etc. Un peu des ruines comme ça, ce que j'ai appelé des ruines ruinées. La question, c'est qui va s'en occuper. Et à mesure qu'elles se multiplient, on ne va pas juste pouvoir dire c'est pas grave, on abandonne cet endroit-là et on fuit un endroit qui lui est un endroit très abondant, très riche, etc. Ces endroits-là vont disparaître ou en tout cas diminuer, et donc il va falloir quand même s'occuper de ces réalités-là. Et est-ce qu'on a le modèle aujourd'hui social, économique, politique pour collectivement s'occuper de ces endroits-là, sans que ce soit uniquement les personnes qui y vivent qui se retrouvent à en assumer seules évidemment la responsabilité, ce qui a plutôt une vision un peu à la Natsing ou vision un peu résiliente, comme ce qui se passait à Fukushima, en disant les experts de leur propre mode de vie, c'est les gens qui vivent à Fukushima, ils vont apprendre à vivre dans les ruines de Fukushima. Il faut quand même les aider et peut-être leur donner d'autres perspectives, quoi. Et puis il m'a semblé aussi qu'il y avait d'autres ruines qui n'étaient pas forcément visiblement des ruines, mais qui étaient des éléments ruineux, non pas ruinés mais ruineux, dans leur fonctionnement, et qu'effectivement le smartphone en tant que modèle ou lignée technologique, pour parler comme Gilbert Simondon, qui dure 2 ans, effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, qu'autant de technologie soit déployée pour durer juste 2 ans, ça va. C'est comme la bouteille en plastique en fait. Smartphone, bouteille en plastique, même combat. Ça dure un temps infiniment court par rapport au temps que ça va durer après en tant que déchets, etc. etc. D'ailleurs, si les coûts géologiques aujourd'hui sont à base de plastique agglomérat, du plastique, des os de poulet et des déchets numériques, il se passe quelque chose quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc, ça pose la question de s'occuper d'un certain nombre de modèles qui semblent être des modèles qui fonctionnent, mais qui en même temps, du fait même de leur fonctionnement, détruisent les conditions d'habitabilité sur Terre et donc nécessitent justement qu'on les réinterroge. Et c'est aussi ce qui se passe avec des modèles d'adaptation qui sont peut-être des modèles en fait de maladaptation. Notamment, vous avez peut-être suivi en France tout ce qui s'est passé autour des méga-bassines, avec tout le débat, la controverse pour dire mais en fait peut-être que les méga-bassines, c'est pas l'exemple de soutenabilité de ce qu'il faut mettre en place demain pour garantir le fonctionnement d'une agriculture pas forcément pérenne, mais il faudrait justement collectivement arriver à leur donner une autre trajectoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des collectifs qui sont emparés justement de ces réalités-là pour les politiser et pour dire il faut les démanteler, il faut s'en débarrasser de manière assez forte, mais ça a créé beaucoup de tensions. Et d'ailleurs, les soulèvements de la Terre eux-mêmes ont reconnu que, idéalement, ce qu'il faudrait faire, mais du coup, ils ne sont pas forcément en bonne position pour faire ça, pour aller voir les gens de la FNSEA ou autres, pour dire, en fait, c'est d'arriver à proposer aux agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle un autre modèle. Parce que si on arrive à proposer un autre modèle pour ces gens-là, qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de méga-bassines, en fait, en transformant justement ce modèle. Mais du fait de leur activité consistant à politiser cet enjeu, y compris dans le rapport de force, qui est tout à fait légitime. Après, ça rend difficile le fait d'aller voir les acteurs auxquels on s'est opposé pour dire oui, mais il faut qu'on arrive à imaginer un autre modèle pour vous. Donc, mais par contre, effectivement, je pense que c'est la direction à emprunter et ce qui permet de rendre ce commun négatif vraiment commun parce que ça associe ceux qui aujourd'hui dépendent, justement, nécessitent finalement l'intervention de la puissance publique pour mettre en place ces méga-bassines, alors même qu'effectivement, ça n'est peut-être pas la solution, mais qui sont même liés à un modèle économique. Voilà, je pense que c'est pas non plus si simple que ça d'en sortir. Voilà pour donner un petit tour d'horizon. Merci beaucoup. Je passe la parole à qui souhaite la prendre. Si vous voulez lancer des tomates ou autre, vous pouvez. Ou des bouquets de fleurs, ou des fruits, des chocolats. Oui, Stéphanie Cadoret. Bonjour. Alors, en fait, ce que j'aimerais savoir par rapport à ce que vous avez dit là, ce serait quoi une vie comme dans les années 60 avec l'efficience d'aujourd'hui? Ce serait quel mode de vie? Est-ce que c'est des choses qu'on peut déjà implémenter? Alors c'est une bonne question, il y a toute une littérature là-dessus, je n'ai pas révisé spécifiquement cette littérature-là en venant, mais c'est une vie où on peut avoir encore, je crois, des réseaux, des ordinateurs, des choses comme ça. Alors, pas forcément avec le renouvellement hyper intense qui est le nôtre aujourd'hui, pas forcément des SUV, tout un ensemble de choses, mais c'est pas une vie où on revient exactement aux technologies des années 60-70. On garde les technologies de maintenant avec des formes d'efficience et on revient à peu près à un niveau de consommation de ces années-là. Donc c'est une vie d'aujourd'hui transplantée, on va dire, dans les années 60. Donc c'est pas tout à fait la vie d'avant. C'est pas juste un rétro-futurisme. C'est plutôt, je pense, en termes de
niveau de vie et d'empreinte environnementale, énergétique, et en gardant une partie de ce qu'on a pu développer aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi des modèles économiques qui ne reposent plus sur le renouvellement hyper intense de ces technologies, leur succession, etc. Donc c'est quand même des changements évidemment en profondeur, hein. C'est des changements très importants. Mais en tout cas, au niveau purement, on va dire, physique, les chercheurs montrent que c'est envisageable d'offrir ce niveau de vie-là à tout un chacun sur Terre et de rester dans un mode de vie, dans des perspectives environnementales viables. Ce qui est intéressant parce que dans les débats, on est plutôt sur les modes de vie du Nord sont absolument insoutenables, donc il faut basculer sur d'autres modes de vie, avec parfois aussi une fétichisation des modes de vie du Sud, parce qu'au Sud, il y a à la fois de très grandes inégalités, des mégalopoles et des gens qui ont des modes de vie ancestraux, mais qui de plus en plus sont quand même affectés par la modernité. Donc on cherche aussi les modes de vie vraiment ancestraux qui quand même diminuent assez fortement. Donc si on a une vision un peu globale de tout ça, quel est le mode de vie? Et en fait, c'est un mode de vie qui n'est pas, encore une fois, qui est pas celui de la grotte et de la bougie, ce qui est plutôt intéressant. Mais après, la question, effectivement, c'est celle des inégalités, et ça ne résout pas ce problème-là, qui est le problème, évidemment, premier, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir ce référentiel-là, on va dire, en tête, qu'au niveau purement physique, on va dire, la soutenabilité ne se situe pas au niveau de vie du Moyen-Âge, qui d'ailleurs ne serait pas soutenable, parce que comme c'était des technologies à l'époque complètement inefficientes, en fait, l'environnement en prenait un sacré coup. Et donc, voilà, c'est sur quoi on rebascule, c'est pas du tout si simple que ça. Donc là, ça donne quand même quelques pistes. Oui. Yoann Recordon. Merci Alexandre pour ces super éléments très intéressants. J'aimerais revenir sur la question de la sociabilisation des plateformes, enfin en gros reprendre le contrôle sur les plateformes numériques. Si on prend les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai entendu des propositions effectivement pour faire des plateformes gouvernementales ou alors des plateformes en tout cas qui sont sorties de l'intérêt privé de profitabilité. Qu'est-ce que tu penses, toi, du design actuel des plateformes qui sont très addictives, qui fonctionnent sur de l'engagement, générer un maximum d'engagement, de la viralité, etc. Est-ce que des plateformes qui ne fonctionnent pas sur ces mécanismes-là, qui en fait nous font sécréter un maximum de dopamine, est-ce qu'elles auraient du succès aussi? Est-ce que ça veut dire qu'on repense aussi la manière dont on utilise les plateformes? Puis pour le dire crûment, en fait, est-ce que ces plateformes, elles ont une capacité à exister à côté de plateformes extrêmement addictives comme celles qui sont aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question. Ça me permet d'introduire l'élément que je n'ai pas introduit, qui pourtant est le plus intéressant. Donc, merci d'être resté là, vous êtes récompensé. J'avais vu passer une étude il y a quelques mois, très intéressante, on posait la question à des jeunes gens, des adolescents, adolescentes, de savoir si ils ou elles étaient d'accord pour quitter ce type de plateforme. La plateforme en question, c'était TikTok, plateforme hyper addictive, qui d'ailleurs pour cette raison un enjeu politique, en disant mais TikTok c'est une manière de détruire le cerveau de nos enfants dans le monde occidental, alors qu'en Chine eux ils savent bien qu'il ne faut pas utiliser TikTok, etc. Il y a tout un discours autour de ça, un discours géopolitique là en l'occurrence. Et en fait on se rendait compte que c'était très difficile individuellement d'envisager de quitter ces plateformes. Et c'est normal parce que ce sont je ne retrouve plus le terme, mais des modèles économiques bifaces. On est à la fois consommateur et producteur. Et comme on a toute notre famille et nos amis ou autres sur la plateforme, si on quitte la plateforme, on se coupe en fait de tout un pan de notre socialisation. Donc c'est difficile. Qu'on ne va pas forcément retrouver toujours ailleurs, etc. Par contre, ils ont posé une autre question qui était mais alors si collectivement on propose d'interdire TikTok, est-ce que vous êtes d'accord? Et là, les jeunes étaient d'accord pour donner de l'argent pour qu'on ferme TikTok. Donc c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit bien que la question des attachements, qui est au cœur de la redirection écologique, je ne l'ai pas dit, parce que ce n'était pas l'objet aujourd'hui, c'est ça, c'est je suis attaché, y compris malgré moi, à la plateforme, parce que j'ai ma famille, j'ai des formes de socialité, etc., que c'est difficile d'y renoncer. Il faut regarder dans le détail ces situations, et qu'en même temps, il y a tous ces mécanismes addictifs, etc. Et d'autre part, en même temps, je peux être pour autant pour qu'on interdise, c'est comme les gens qui mangent de la viande, moi j'arrive pas à m'interdire, je ne parle pas pour moi, mais je discutais avec quelqu'un récemment, il dit moi j'arrive pas à m'interdire de manger de la viande, mais par contre si on interdit la viande, je serais contente. Ce qui se comprend, hein. C'est un peu Ulysse qui essaye d'écouter, qui ne peut pas s'empêcher d'écouter les sirènes, alors on lui demande à ce qu'on l'attache au mât et comme ça il pourra les écouter sans problème. Donc voilà, donc ça veut dire que la question du renoncement ne se pose pas de la même manière
individuellement ou collectivement. Et ça, évidemment, c'est très très important. Et évidemment, du point de vue de la redirection écologique aussi, moi, je propose de la poser collectivement et non pas justement individuellement, parce que c'est à ce niveau-là que véritablement on a le plus de levier pour la poser. Après, pour ce qui est du reste, effectivement, je pense qu'il y a un souci avec les plateformes qui s'est vu avec tout ce qui était développement. Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais de QAnon, les conséquences sur les élections présidentielles de Donald Trump, etc., etc. Ce qui s'est vu aussi avec l'insurrection au Capitole, hein, bien sûr. Et on a des producteurs de contenu. Je pense par exemple à Russell Brand, cet ex-acteur britannique, comique britannique, sans doute serial violeur et conspirationniste, qui, en fait, il y a eu des analyses un petit peu. Il a dérivé de plus en plus vers l'extrême droite, aussi parce que parfois les gens se retrouvent... s'ils sont serial violeurs, etc., ils ne vont pas forcément être accueillis partout. C'était le cas de Naomi Wolf aussi, c'est le sujet d'un livre de Naomi Klein, Doppelganger. Sa carrière académique s'est un peu effondrée parce qu'elle a commis une bourde dans un de ses bouquins, qui s'est vue en interview en direct sur CNN. Vraiment, elle a pu se suicider derrière tellement c'était une humiliation pour elle. Par contre, ceux qui l'ont accueilli à bras ouverts, c'était... Breitbart, Steve Bannon, ces gens-là. Et du coup, vous devenez aussi... c'est toute votre société qui se recompose et donc vous devenez prisonnier de votre cercle de société. On n'est pas des individus souverains. On ne peut pas dire voilà ce que je pense. Si je me fâche avec toute ma famille parce que je pense ça, c'est pas si évident, etc. Et là, on a des gens qui sont poussés à produire toujours plus de contenu extrême, parce que c'est ce que leur communauté demande, des communautés très volatiles qui peuvent, s'ils produisent plus ces contenus-là, aller voir d'autres producteurs de contenu, et du coup, leur modèle économique lui-même repose sur le fait de produire ces contenus-là, donc s'enferme dans des boucles extrêmement négatives, du fait effectivement des algorithmes, du fait du modèle économique qui en découle, etc. Il y a des enjeux évidemment financiers très importants aussi derrière. Donc oui, pour toutes ces raisons, mais, et là c'est le commun entre le commun négatif et le commun positif, rien n'est jamais un commun d'emblée. Donc il y a un enjeu à réclamer que quelque chose soit un commun. Et là, c'est vrai pour le commun positif ou pour le commun négatif. Il n'y a rien qui jamais... On dit souvent un commun, l'exemple c'est l'air, l'eau, etc. Non, justement, c'est des exemples de choses qui ne sont pas des communs. Alors l'eau en Suisse... J'ai rien dit. Faut arrêter d'ailleurs de venir chez nous. Mais l'eau, non, parce que s'il n'y a pas de communauté qui s'est donné des règles de gouvernance démocratique, ça n'est pas un commun. D'accord ? Donc dire que quelque chose doit être soumis à cette règle commune, c'est finalement l'arracher, alors dans le droit français par exemple, à la propriété privée comme à la propriété publique, parce qu'il n'y a pas vraiment légalement de base pour les communs, mais voilà, et de la même manière, dire que c'est un commun négatif, c'est l'arracher à finalement une situation où il n'est pas forcément approprié par un collectif. Donc c'est quand même d'emblée, il y a une étape de frottement pour le faire reconnaître à l'état de commun. Mais je pense que c'est quand même tout à fait nécessaire. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui au Brésil, quand même, X a des gros soucis, que la plateforme risque d'être interdite, ou a été d'ailleurs interdite. Donc ouais, c'est des choses quand même qui sont envisageables. Mais je préfère quand même socialisation à nationalisation pour que ce ne soit pas un État, un pays qui contrôle, mais qu'on soit dans une optique plus démocratique, effectivement, pour imaginer le devenir de ces plateformes. J'ai bien peur que nous devions nous arrêter déjà à ce moment-là, même si la discussion est passionnante. Vous retrouvez évidemment toutes ces informations et encore plus dans les livres d'Alexandre Monin, parmi lesquels Politiser le renoncement, qui, encore une fois, est absolument fantastique, et dans lequel on retrouve aussi de plus larges perspectives sur ton propos, à partir de ton propos d'aujourd'hui. Merci infiniment, Alexandre, encore une fois. Pour ton Merci beaucoup. Oui. Et pardon, je me permets une petite annonce, c'est très bien, tu as parlé des livres. On a une séance de dédicace avec Alexandre où la majorité de ces livres, en tout cas en quelques exemplaires, sont disponibles aussi à l'achat. Je vous recommande très fortement celui-ci en particulier, enfin les autres sont très bien aussi, mais je trouve que celui-ci est particulièrement dans le propos que tu as développé aujourd'hui. Donc si jamais, ça sera dans l'extra-nef, c'est le bâtiment qui est à côté du store Nintendo et puis de tout le rétro gaming. Il faut entrer dedans et puis on a un stand dans un couloir à gauche. Puis on va gentiment se diriger là-bas et donc pour aussi continuer la discussion à cette occasion-là. On peut aller jouer au stand Nintendo tous ensemble. Oui. Merci beaucoup et merci Alexandre. Et dans quelques minutes, donc nous quittons actuellement la philosophie politique et économique. Nous allons nous diriger dans le domaine de l'esthétique avec Nathalie Ditchy qui viendra nous présenter une réflexion, une proposition autour de IA et art contemporain. C'est dans 3-4 minutes. Alors si vous le souhaitez, restez ici. Merci.